Bonsoir, chères étudiantes. Aujourd'hui, on a un cours de bac. Je me présente, je m'appelle Rana Killisli, je suis enseignante au collège Anwar Al-Attar. Comme j'ai dit, on a une leçon dans l'annexe du bac, l'annexe littéraire du bac. بداية أعزائي الطلاب أحب أن أنوه لأمر معين أريد أن ألفت انتباهكم له. إن دراسة أي نص في الملحق الأدبي لا تشابه دراسة أحد نصوص كتاب اللغة الفرنسية. لذلك اليوم سترونا نتطرق إلى الأشياء أو الأمور أو المعارف المطلوب أن تتعرفوا عليها والتي ستكون مطلوبة منكم في الامتحان. بالنسبة للملحق الأدبي يحوي على 3 فصول. اليوم سندرس الفصل الثالث وهو يتناول شعر الطبيعة. الفصل الثالث سندرس فيه 3 نقاط وسأنوه لكم عن الضروري من المعلومات التي يجب أن تكون محفوظة ومدروسة من قبلكم، أي أننا لن نقوم بشرح للقصائد الموجودة لأن هذا غير مطلوب منكم. Ça va. On va commencer. Alors, comme on a dit, c'est une leçon de l'annexe, chapitre 3. On va étudier la poésie de la nature, on va étudier la versification, les syllabes et les rimes, et on va étudier quelques figures de style. Tout d'abord, comment on définit un poème? Que veut dire un poème? Un poème, c'est un texte composé de plusieurs vers dans des strophes. Alors, le poème est composé de plusieurs strophes et chaque strophe est composée de quelques vers. Maintenant, que veut dire un strophe? Un strophe, c'est un paragraphe composé de quelques vers. Alors, un strophe est composé de quelques vers. Plusieurs strophes forment la forme d'un poème. Maintenant, ouvrons le livre à la page 43 et regardez ces 3 illustrations. On a 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? La première image, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est l'air. La deuxième image, c'est l'eau. Et la troisième, c'est la terre. Et la quatrième, c'est le feu. Ces éléments sont les éléments de la nature. Et maintenant, on va voir comment les poètes utilisent les éléments de la nature dans leurs poèmes. Maintenant, que veut dire la poésie chante la nature? Que veut dire un poète qui exprime ses vers en se dirigeant vers la nature? C'est-à-dire, la nature devient la source d'inspiration d'un poète et il partage ses sentiments et ses souffrances avec elle. Alors, le poète parle avec la nature, le poète s'exprime ou bien exprime ses douleurs ou ses sentiments, ses souffrances à la nature. Mais comment cela? Comment le poète parle à la nature? Il personnifie ou bien il humanise la nature, c'est-à-dire il donne à la nature les caractéristiques d'une personne et il se comporte avec elle comme si elle était un être humain. Alors, le poète fait la personnification. Que veut dire la personnification? La personnification, c'est-à-dire l'humanisation. Et on a le verbe personnifier qui est synonyme à humaniser. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, quand on dit la nature écoute, parle, regarde, accueille, dit, voit, fait, tous ces verbes sont des verbes de l'être humain. Mais ici, les poètes
on utilise ces verbes pour humaniser ou bien pour personnifier la nature. Qui sont les poètes célèbres en poésie de la nature et quelles sont leurs œuvres? Le premier poète qui est très célèbre, c'est Paul Verhaeren. Il est un poète qui fait des poèmes de la nature. Son œuvre s'appelle Poème saturnien. Le deuxième, c'est Victor Hugo. Il a écrit Les Contemplations. Le troisième, c'est Émile Verhaeren. Et son œuvre s'appelle Les Villages illusoires. Le quatrième, c'est Paul Éluard. Et son œuvre s'appelle Le Livre ouvert. إذن أعزائي الطلبة من الضروري جدا أن تكون هذه أسماء هؤلاء الشعراء الذين تناولوا شعر القصيدة مفهومة ومحفوظة بالنسبة لكم والأعمال التي أخذت منها هذه القصائد. هذه المعارف هي ضرورية لأنكم ستسألون عنها في الامتحان. Maintenant, on va prendre un exemple. Ouvrons le livre à la page 46. On a le poète s'en va dans les champs. Ici, c'est un poème de Victor Hugo, de son œuvre Les Contemplations. Et ici, Victor Hugo a humanisé ou bien a personnifié la nature, c'est-à-dire il parle à la nature, il exprime ses sentiments, il donne des qualités ou bien des caractéristiques qui est donné à l'être humain. Maintenant, dans ce poème, on trouve plusieurs exemples où le poète a personnifié la nature. On va citer ces exemples, mais vous, s'il vous plaît, suivez dans vos livres. Alors, ici, Victor Hugo a humanisé la nature. Où est-ce qu'on trouve cela? Si vous voyez le quatrième vers, on trouve le mot « font pâlir ». Dans le septième vers, on a « pour l'accueillir ». Dans le 10e vers, on voit le mot « disent-elles ». Dans le 11e vers, on a « confuse voix ». Dans le 3e vers, on a tous ces vieillards. Le 15e vers, au fond de grands saluts. Lui font de grands saluts. Le 15e vers encore, courbe jusqu'à terre. Et dans le 6e, on voit leur tête, le 16e. Et le 16e vers encore, leur barbe. Et le 18e vers est murmure. Alors, ce sont des verbes et des adjectifs qui concernent l'être humain. Mais ici, Victor Hugo a humanisé la nature et il parle ou bien il donne ces verbes à la nature. C'est-à-dire, on dit, le poète humanise la nature. Maintenant, on va étudier la versification. La versification, c'est un style très important dans les poèmes. Que veut dire la versification? On va étudier premièrement les syllabes. Chaque vers est nommé selon le nombre des syllabes qu'il comporte. Alors, chaque vers, si on a découpé les mots de ce vers, on voit qu'il y a plusieurs syllabes. Maintenant, on va donner un exemple. L'océan sonore. Comment on découpe ça? On dit l'eau, c'est le premier syllabe, c'est le deuxième, en le troisième, so le quatrième, nord le cinquième. Alors ici, on a 5 syllabes. Et c'est très important d'apprendre les nombres de syllabes avec le nom. Alors, quand on a un vers de 5 syllabes,
on le nomme un pentasyllabe. Si on a 6 syllabes, on dit c'est un hexasyllabe. Si on a 8 syllabes, on dit un octosyllabe. Et quand on a 10 syllabes, on dit un décasyllabe. Et quand on a 12 syllabes, on dit c'est un alexandrin. Alors, c'est très important d'apprendre ces syllabes avec les noms. إذن أعزائي الطلبة من الضروري جدا أن تحفظوا عدد المقاطع الصوتية وما هي التسمية منها. لستم مطالبين بتقطيع البيت الشعري إلى مقاطع، ولكن من الضروري أن تعرفوا تسميات عدد هذه المقاطع. Maintenant, on va étudier les rimes. Que veut dire la rime? La rime, c'est la répétition des sons situés en fin des vers. Alors, quand on trouve la répétition des mêmes sons, on dit que c'est une rime. Alors, maintenant, on a plusieurs sortes de rimes. La première, c'est la rime plate ou suivie. Que veut dire la rime plate ou suivie? Si on regarde le dernier syllabe ou bien le dernier son de ce vers, on a trouvé le mot matelot. Le dernier son, c'est l'eau. C'est le son qui est souligné en rouge. Le suivant, c'est flot. Le son, c'est l'eau. Alors, ces deux sons se ressemblent. On passe au troisième vers, narine. Il y a le son A, rine. Et le quatrième, marine, c'est le son arine. Alors, les deux premiers sons se ressemblent et les deux deuxièmes sons se ressemblent. Ça s'appelle la rime plate. Maintenant, la rime croisée. Si on regarde le premier vers, perché, le son c'est ché. Le deuxième, fromage, le son c'est âge. Le troisième, alléché. Et le quatrième, langage. Ici, le premier, on a chez. Le troisième, on a chez. Le deuxième, on a âge. Et le quatrième, on a âge. Alors, le premier et le troisième vers ou bien son se ressemblent et le deuxième et le quatrième se ressemblent. Ça s'appelle la rime croisée. Maintenant, la troisième sorte, c'est la rime embrassée. Regardons le dernier strophe. On a le mot pilier. Le son, c'est il y est. Le deuxième vers, on a ol. Le troisième, on a ol. Et le quatrième, on a familier. Alors, le premier et le quatrième se ressemblent et le deuxième et le troisième se ressemblent. Ça s'appelle la rime embrassée. Maintenant, on va étudier d'autres sortes de rimes. Ici, la classification selon la richesse, si la rime est riche ou non. Cela dépend du nombre de sons répétés. Alors, on va compter les sons répétés et on va donner le nom de la rime. Premièrement, on a la rime pauvre. Regardons cet exemple. On a feu et on a peu. Le son qui se répète, c'est le son E seulement. Alors, quand il y a un seul son répété, on dit que c'est une rime pauvre. Maintenant, la deuxième rime, regardons l'exemple. Il y a grise et mise. Ici, il y a deux sons qui se répètent, I et Z. Alors, parce qu'il y a deux sons qui se répètent, alors on dit que c'est une rime suffisante. Le troisième exemple, grâce et grâce. Ici, on trouve quatre sons qui se répètent, G, R, A, S. Alors, parce qu'il y a au moins trois sons qui se répètent, on dit que c'est une rime riche. أيضا أعزائي الطلبة أريد أن أنوه أن هذه القوافي وتسمياتها من الضروري أن تكون مفهومة ومحفوظة بالنسبة لكم، لأن هذا ما ستسألون عنه في الامتحان.
Maintenant, on va étudier quelques figures de style. Premièrement, on a l'anaphore. Que veut dire l'anaphore? L'anaphore, c'est la répétition d'un mot au début de plusieurs vers. Quand on répète le même mot dans plusieurs vers, alors on appelle ça l'anaphore. Maintenant, regardons l'exemple ici à la page 48. Le rectangle orange, on a 3 vers. Regardons le premier mot de chaque vers. Et leur corps, et leurs pattes, et leur toilette. Alors, et leur, ce sont 3 mots qui se répètent dans ces 3 vers. Alors, on dit que c'est une anaphore. Maintenant, on va étudier la comparaison. Que veut dire la comparaison? La comparaison, c'est rapprocher 2 objets ou bien 2 idées. La comparaison est formée de 4 éléments. Alors, pour qu'on considère qu'il y a une comparaison, on doit avoir 4 éléments. Regardons cet exemple et qui se trouve chez vous à la page 49. Et leur corps fin comme une aiguille. Maintenant, quels sont les 4 éléments de la comparaison? Premièrement, on a le mot corps. Le mot corps est nommé le comparé. Que veut dire le comparé? Le comparé, c'est l'élément qu'on rapproche à un autre. Alors ici, on a deux éléments qui se rapprochent, corps et aiguille. Le premier s'appelle le comparé, c'est l'élément qu'on rapproche à un autre. Maintenant, aiguille, ça s'appelle le comparant. Alors, on rapproche le mot corps à une aiguille. Aiguille, ça s'appelle le comparant. Et que veut dire le comparant? Le comparant, c'est l'élément à qui on rapproche le comparé. Alors, on fait la comparaison entre ces 2 éléments, le comparé et le comparant. Le 3e élément, c'est comme. Qu'est-ce que c'est comme? C'est l'outil de comparaison. Que veut dire l'outil de comparaison? L'outil de comparaison, c'est-à-dire le mot qu'on utilise pour former la comparaison. Alors, quand on a 2 mots, et entre ces 2 mots, on a le mot comme, ou bien l'outil comme, c'est-à-dire c'est le mot qui fait la comparaison, ou bien c'est le mot qui forme la comparaison, alors on dit c'est l'outil de comparaison. Finalement, on a le mot fin. C'est l'élément de comparaison. Et que veut dire l'élément de comparaison? L'élément de comparaison, c'est-à-dire en quoi on fait la comparaison. On compare ces 2 mots. Par rapport à quoi? En quoi? Ici, on compare en finesse. Alors, on dit les corps sont fins et une aiguille est fine. Alors, les 2 se comparent en finesse. Alors, chers étudiants, notre cours est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous souhaite le bon courage et la bonne chance. Merci et au revoir.